Enregistrement commencé. OK. Merci Amandine pour cette présentation. Alors, Fabienne Coudary, conseillère à la réussite de la Faculté de l'éducation permanente. J'ai résumé sur un PowerPoint et vous pouvez avoir accès au PDF de cette présentation. J'ai résumé les points, les 5 grands points essentiels pour que vous puissiez prendre le temps dans le confort de votre foyer, le temps pour aller vérifier et explorer les liens que je vous propose pour vraiment faciliter votre début de session et le parcours d'études. Alors, Amandine va être là pour recueillir vos questions dans le chat et à la fin, on vous réserve une période de questions en live. Alors, le déroulement, c'est justement les 5 grands points, c'est quelques mots sur votre faculté de l'éducation permanente. Je vais vous pointer des types d'accompagnement personnalisés, autant à la faculté de l'éducation permanente que dans les services de l'Université de Montréal, qui vont vous accompagner dans votre projet d'études et de formation. Je vais vous pointer des éléments clés du métier étudiant, les pas à pas tout au long des 6 moments d'un trimestre, les 6 moments clés. Un trimestre, ça se déroule pas de façon linéaire. Il y a des moments où ça bouge différemment et il faut que vous soyez préparés à ça. En tout cas, je vous le suggère fortement. Je vais vous rapidement survoler des outils et des services de la FEP et de l'Université de Montréal. Alors, en gros, la Faculté de l'éducation permanente est la première faculté francophone au Canada entièrement dédiée à l'éducation des adultes et c'est la 2e plus grande faculté de l'Université de Montréal en termes de nombre d'étudiants. Bon an, mal an, on a environ 15 000 étudiants. On a 460 chargés de cours. Ça peut jouer à quelques items près. On a 30 certificats de premier cycle qui donnent des diplômes constitutifs d'un grade. On a 5 micro-programmes de premier cycle qui donnent des attestations de premier cycle. On a aussi un programme d'actualisation pour la formation en droit pour des diplômés à l'étranger en droit. On a aussi, c'est très important aussi de le connaître, le programme d'Accès-FEC, qui est un programme d'acquisition des connaissances et des compétences pour les études à la Faculté de l'éducation permanente. Entre autres, pour les personnes qui n'ont pas un équivalent, qui n'ont pas complété un DEC et qui veulent être admis dans nos programmes, on leur propose ce programme-là qui va vraiment les préparer. Et parfois, ce qu'on entend comme commentaire, c'est que quand on est passé par ce programme, on se trouve à mieux réussir que certains étudiants qui ont fait leur DEC, ça fait un certain temps. Mais aussi, c'est un programme dans lequel on peut aller piger des cours de mise à niveau si, pendant qu'on progresse dans un programme, on se rend compte qu'on a des difficultés par rapport à la rédaction de ses travaux, à l'organisation de sa pensée critique, etc. On a aussi, c'est récent, un diplôme d'études supérieures spécialisées. C'est un diplôme de 2e cycle et il est expliqué sur notre site de la faculté. On a aussi à la Faculté de l'éducation permanente, excusez-moi, on a aussi un centre de formation, de perfectionnement, de formation continue. C'est un service qui offre des formations au public et aussi sur mesure pour les entreprises, mais c'est des formations non créditées, ça peut être sous différents formats. Ça peut être un très bon complément lorsqu'on est en emploi ou avant peut-être de décider d'un choix de certificat. Quelques avantages de cheminer à la FEP, c'est qu'on peut le faire à son rythme, on peut concilier travail et études parce qu'on offre des programmes qui peuvent se faire à temps partiel, de soir, de jour, certains cours à distance, etc. On a des programmes uniques et professionnalisants qui répondent largement aux besoins des milieux. Dans un cheminement avec nos programmes, il est possible de cheminer vers un bac par cumul ou un bac par cumul avec appellation. Ça fait l'objet d'une autre présentation et d'un autre service que j'offre comme accompagnement. Mais ce n'est pas ici que je vais expliquer le bac par cumul et le bac-ap. Et à la fin de la présentation, je vais vous donner un lien pour que vous puissiez vous renseigner et au besoin prendre un rendez-vous. On a aussi à la faculté des chargés de cours experts qui sont issus de leur milieu professionnel et la majorité des étudiants de la FEP sont déjà sur le marché du travail. On offre aussi un service de reconnaissance des acquis expérientiels. Vous avez accès à une liste de cours de nos programmes
qui sont ouverts au processus de reconnaissance des acquis expérientiels. Et on a aussi des services d'accompagnement dédiés au succès étudiant à la FEP. Alors, on va rapidement les voir. Le premier service, c'est celui d'accueil et de renseignement. Alors, c'est des renseignements d'ordre général que vous pouvez adresser par téléphone ou par InfoFEP ou par chat. C'est vraiment des questions générales et nos collègues vont pouvoir vous pointer, essayer de comprendre exactement ce que vous voulez savoir ou ce dont vous auriez besoin, et ils vont vous pointer des références ou vous donner des pistes pour pouvoir avoir réponse à vos questions. Alors, pour tous les certificats, pour tous les programmes de la faculté de l'éducation permanente, donc les micro-programmes, les certificats, le DESS, etc., on a toujours une équipe de programme. Donc, c'est important que vous connaissiez qui et ce que font chacun de ces membres dans cette équipe. La première personne clé, c'est le responsable du programme. L'autre personne clé, c'est la TGDE ou le TGDE, l'acronyme pour technicien ou technicienne à la gestion des dossiers étudiants. Vous avez, mais peut-être moins souvent, recours au technicien ou à la technicienne en coordination de travail de bureau, TCTB. Pourquoi je les ai mis au féminin ici? C'est parce que la majorité sont des femmes. Alors ici, c'est la majorité qui l'emporte. Et évidemment, vous avez vos chargés de cours avec qui vous allez être régulièrement en contact. Alors, on va un petit peu approfondir les rôles et responsabilités de chacun. Alors, vous allez remarquer que quand vous allez dans la page de la FEP qui décrit chacun des programmes, quand vous déroulez la page, vous avez toujours les noms et les coordonnées de votre responsable de programme, de votre TGDE, votre TCTB, et vous allez remarquer aussi le type de courriel qui correspond à chacun d'eux. Alors, pour tous les responsables, il va avoir, j'explique rapidement, c'est selon le sigle du cours, du certificat, j'ai mis 3 petits points, et puis après, c'est responsable@fep.montréal.ca. Vous allez voir aussi pour les TGDE, c'est la même chose, et les TCTB. Alors, le responsable de programme, le ou la responsable, est vraiment au centre de l'équipe du programme. C'est la personne qui fait les pivots, qui fait les ponts entre les chargés de cours, l'équipe de TCTB, TGDE, les étudiants et la direction de la FEP. Le responsable informe et conseille les étudiants dans leur cheminement dans le programme, si vous avez des questions plus pointues par rapport à des cours et par rapport au milieu professionnel, en lien avec le programme. Le responsable approuve les plans de cours, donc il n'est pas étranger à chacun des plans de cours que vous allez avoir en début de trimestre. Il approuve les examens et l'évaluation. Il est aussi en charge de l'évaluation de l'enseignement. Reçoit les difficultés et les plaintes des étudiants ou de toute autre personne impliquée dans le programme. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous avez une problématique, de communiquer avec votre responsable avant que le problème dégénère. Bon, il y a aussi le TGDE, technicienne à la gestion des dossiers étudiants. Bon, les techniciennes à la faculté de l'éducation permanente sont un complément à l'admission de l'Université de Montréal parce qu'elles appliquent les critères d'admission dans chacun des programmes. Seulement lorsqu'un étudiant a vraiment de la difficulté à faire dans son choix étudiant, dans son centre étudiant, les inscriptions, les annulations, les abandons et les modifications de choix de cours, à ce moment-là, il peut s'adresser à la TGDE de son programme via un formulaire spécifique à chacune de ces demandes. On va le voir plus bas. La TGDE est aussi en charge de recevoir les demandes de reconnaissance de crédit par équivalence ou par transfert de cours. Ce n'est pas elle qui approuve nécessairement, mais c'est elle qui reçoit, qui s'assure que toutes les données soient bien complétées pour qu'éventuellement le ou la responsable donne son autorisation. Alors, pour avoir la liste de tous les TGDE de la faculté, vous pouvez aller sur ce lien puis aller directement sur la liste en question. Je vous parlais des formulaires de cheminement qui sont
que vous retrouvez sur le bureau du registraire, sur le site du bureau du registraire de l'Université de Montréal. Vous allez à la vignette de vos formulaires et on vous explique comment compléter, où trouver ces formulaires, comment les compléter et sur quel point en particulier les utiliser. Vous avez les chargés de cours, pardon, attendez, là je vais aller là, les chargés de cours, évidemment, c'est ceux qui vous dispensent l'apprentissage et l'encadrement et les évaluations des apprentissages. Dans chacun des plans de cours, chaque chargé de cours précise ses coordonnées. Ce n'est pas sur le site de l'Université de Montréal. Alors, les chargés de cours expliquent les composants du plan de cours affichés dans Studium. Studium, j'espère que pour le moment, vous êtes bien assuré de prendre connaissance de comment utiliser Studium, qui est la plateforme d'apprentissage pour les cours. Il y a un lien à la fin du PDF pour justement aller chercher le guide « Comment utiliser Studium ». Les chargés de cours répondent au cadre théorique des cours et des spécificités des contenus, adoptent la pédagogie retenue dans le plan de cours et leur rôle, c'est de soutenir le développement et de la pensée critique dans leur cours, dispensent aussi une rétroaction sur les évaluations des apprentissages. Ce n'est pas juste une note, mais ils vous donnent les explications sur ce qui est fort, ce qui est moins fort dans vos apprentissages. La TCTB, en coordination de travail de bureau, elle assiste administrativement le responsable de programme et les chargés de cours. Et les étudiants doivent communiquer avec la TCTB pour envoyer une demande d'examen différé selon l'article 9.8 du règlement des études ou tout autre document pour justifier une absence à une évaluation, etc. Et reçoit la demande de révision de notes. Mais ça, c'est beaucoup moins fréquent et référez-vous aux articles du règlement pour savoir comment procéder. D'autres sources à la faculté, bon, je me suis mis en premier, ce n'est pas de ma faute, là, c'est parce que je voulais débarrasser. Alors, je suis la conseillère à la réussite et au soutien au retour aux études. Et dans mon rôle, c'est de guider pour qu'un étudiant de la FEP qui veut cheminer dans un bac par cumul, je m'assure qu'il puisse bien comprendre toutes les conditions et aussi, je peux le guider dans le choix de certains programmes, de son deuxième ou troisième programme pour compléter. Pierre Quentin, c'est le conseiller soutien à la persévérance de la faculté. Alors, lorsqu'un étudiant éprouve des difficultés dans la réussite de ses cours, dans l'organisation de sa tâche de travail scolaire ou toute autre forme de difficulté, peut s'adresser à Pierre Quentin qui va faire une analyse de la situation et proposer des pistes. Anne-Camille Bataille, c'est notre conseillère à la reconnaissance des acquis expérientiels. Et aussi, elle est responsable du programme de tutorat par les pairs. Jean-Pierre Marquis, c'est notre secrétaire facultaire à la Faculté de l'éducation permanente et son rôle, c'est vraiment de veiller au respect des processus de gouvernance et d'application des règlements institutionnels et facultaires. Tiffaine Le Breton, c'est son adjointe et Julie Malenfant est la TGDE qui assure conjointement avec Tiffaine, le suivi des demandes de bac par cumul déposées à la fin du parcours des 3 certificats ou des programmes qui vont constituer la demande de bac par cumul. Alors, il y a leur adresse là. Les étudiants souvent oublient qu'ils ont une association étudiante. Alors, à la FEP, vous payez des frais pour l'association étudiante générale des étudiants et étudiantes de la FEP, l'AGFEP, dont leur rôle, c'est de regrouper, d'informer, de défendre et de promouvoir tout ce qui est question des études au niveau d'un cheminement et des règlements et des services, etc. Si vous voulez communiquer avec votre association, je vous invite à le faire, mais surtout d'aller voir sur le site qu'est-ce qui est offert par votre association. Le métier étudiant, c'est de se familiariser. Ce que je vais vous donner, c'est pour vous familiariser avec les différentes facettes du métier étudiant. Alors, dans le métier d'étudiant, il y a beaucoup de choses. C'est comme quand on se prépare à meubler sa cuisine pour pouvoir répondre à toutes sortes de recettes et connaître ses outils, connaître ses éléments. Alors, il faut comprendre les aspects techniques et administratifs nécessaires pour évoluer avec aisance dans un parcours d'études.
Pour cela, je vous invite à vraiment prendre connaissance des normes de succès dans une progression de programme et dans les normes de succès dans la réussite des cours. Connaître la méthodologie de rédaction d'un travail universitaire, vous avez des outils pour ça. Connaître au moins les grandes lignes du règlement des études de premier cycle et des règlements propres à chacun des programmes. Comprendre les attentes universitaires et facultaires, ça s'apprend, mais on peut aller plus vite justement à aller prendre connaissance de ce que je viens de mentionner. Comprendre et utiliser adéquatement les ressources et les services autant de l'Université de Montréal que de l'AFEP. Bon, ici, j'ai mis une pastille pour vous dire si vous voulez prendre un peu plus de temps, consulter les capsules en page 35 du document. Alors, quels sont les outils facilitants pour concilier travail, études et vie personnelle? Bon, évidemment, vous allez me dire que c'est de l'évidence, mais il vaut mieux le mentionner maintenant que vous êtes en train de préparer votre début de trimestre. Établir et planifier son horaire d'études. Donc, pour ça, dès que vous avez votre plan de cours, c'est important de déjà gérer et de planifier votre horaire d'études. Ajuster le tir en cours de parcours, soit pour annuler avant la date limite d'annulation sans frais, ou d'ajouter un cours, ou d'abandonner plus tard un cours, là, il faut le payer. Tout ça, c'est expliqué dans les outils de métier d'étudiant. Vous pouvez aussi discuter avec le conseiller à la persévérance, Pierre Quentin, ou avec le service de soutien à la réussite du César qui est intégré dans le service à la vie étudiante de l'Université de Montréal. Quand vous avez certaines difficultés, vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux utiliser les personnes professionnelles qui peuvent vous guider. Consultez régulièrement les ateliers offerts sur le calendrier de la vie étudiante et des services à la vie étudiante de l'Université de Montréal. Vous pouvez trouver des petites mines d'or, mais si vous ne prenez pas le temps d'aller voir le calendrier, comment ça évolue, vous pouvez peut-être passer à côté d'activités qui pourraient être utiles pour vous. Identifiez parmi votre entourage, et ça, c'est vraiment une autre clé de la réussite, dans votre entourage personnel ou professionnel au travail, les personnes qui s'engagent à vous soutenir au long de votre parcours d'études et particulièrement au moment des périodes de rédaction des travaux ou de préparation des examens. Et ça, ce n'est pas juste de bons vœux pieux, c'est de voir avec ces personnes qu'est-ce qu'elles pourraient faire dans ces moments critiques où vous auriez besoin de votre temps pour pouvoir étudier ou de votre espace pour pouvoir trouver un environnement pour étudier plus facilement. Quel est mon projet d'études? Parfois, on a une très bonne idée de ce qu'on va faire, blind, 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 mais un projet d'études, c'est quelque chose qui n'est pas statique, c'est dynamique. Alors pour ça, chaque trimestre, c'est bon de se poser des questions sur est-ce que mes objectifs personnels ou professionnels ont changé? Est-ce que mon programme suit l'évolution du marché du travail? Est-ce que mes compétences universitaires sont à jour? Alors, ça, on a préparé à la FEP exprès pour vous, et c'est accessible à n'importe qui, un outil d'auto-évaluation et d'auto-formation sur 2 volets, sur les compétences d'études universitaires de premier cycle et celles des compétences de formation à distance. Puis vous voyez, il y a 9 compétences dans le premier cas et il y a 5 compétences que vous pouvez aller auto-évaluer. Ça prend un peu de temps faire cet exercice, mais ça vaut la peine. Alors, vous pouvez le faire avant, pendant votre trimestre, ou il y en a qui attendent d'avoir des difficultés pour l'utiliser, mais au moins, ça vous donne des pistes pour savoir où vous pourriez miser pour aller chercher des compétences améliorées. Les 6 étapes clés d'un trimestre. Avant le trimestre, alors là, je vous donne une liste de suggestions pour vous mettre, comment je pourrais dire, c'est pour ne pas errer. C'est-à-dire que vous, déjà en ayant ces pages-là, vous pouvez dire, OK, avant le début du trimestre, est-ce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, bon, où est-ce que j'en suis? Alors, je vous donne des pistes. Je ne vais pas toutes les énumérer ici. Ça serait un peu trop long. Puis, l'objectif de la séance aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser pour que le plus rapidement possible, vous vous familiarisez avec votre métier d'étudiant.
Une chose très importante, c'est que ce n'est pas tous les nouveaux étudiants qui sont conscients du temps qu'il faut allouer dans une charge de travail. Alors, au niveau universitaire, il faut savoir que pour un cours de 3 crédits qui se donne, mettons, à 3 heures par semaine, bien, il faut ajouter à ces 3 heures-là 6 heures de temps de travail personnel, de révision, de préparation, de consultation, de recherche, etc. Donc, si un étudiant qui travaille à temps plein prend 12 crédits, ça veut dire qu'il faut qu'il calcule, en plus de son temps plein, 36 heures de travail uniquement pour ces 4 cours de 3 crédits, ce qui fait beaucoup. Puis dans ce temps de travail, on ne calcule pas le déplacement du cours de chez soi au cours et inversement. Donc, ça peut être un bon moyen de calculer est-ce que j'ai pris trop de cours, surtout à mon premier trimestre, alors que je dois me familiariser avec beaucoup d'éléments. Alors, c'est peut-être le moment de vous dire, OK, je vais peut-être annuler certains cours et puis prendre un peu plus de temps pour finir mon programme, mais au moins de m'assurer de bien réussir. Avant le début du trimestre, ben aussi, c'est de comprendre, dès que vous avez votre plan de cours, les objectifs d'apprentissage, les modes d'enseignement, comment la communication va se faire entre les enseignants et les étudiants, puis évidemment les échéanciers. Et ça, ce n'est pas au milieu du trimestre qu'on prend connaissance de ça. Si vous avez des questions pour ces exigences-là, dès le début, vous posez les questions à votre chargé de cours. Comme ça, vous serez à même de mieux planifier votre temps de travail avec les échéanciers et aussi peut-être de planifier, d'aller chercher des ressources pour vous aider sur certains aspects. Il y a aussi un petit quiz ici sur le plagiat. Je vous invite à le faire. Vous allez souvent voir qu'on vous invite à faire ces quiz parce que souvent, on pense qu'on ne fait pas de plagiat, mais en fait, on en fait et inversement. Alors, avant le début du trimestre, un autre point important, c'est, comme je vous disais, c'est de comprendre les normes de succès dans un cours versus les normes de succès dans la progression d'un programme. J'ai une capsule pour ça. OK? Je vous suggère d'aller la voir. Et c'est aussi comment régulariser sa moyenne cumulative avec un outil Excel qui vous est proposé pour faire des simulations, etc. Alors, je ne vais pas commencer à expliquer les normes là-dessus, mais au moins, je vous dis que ça, c'est important de le savoir dès le début. Il y a aussi de s'informer sur les accélérateurs, tout ce qui est équivalence de cours, transfert de cours, reconnaissance des acquis expérientiels, bref, pour accélérer votre parcours, peut-être que vous avez droit à des crédits en exemption ou en équivalence, passerelle, DEC, certificat, tout est expliqué dans ces hyperliens-là. Bon, je reviens sur l'aspect de faire son bilan de compétences, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Découvrir les méthodes efficientes et de prise de notes. Beaucoup d'étudiants prennent des ateliers et nous manifestent que c'est très, très utile lorsqu'ils ont pris ces ateliers sur les prises de notes. Il y a aussi le petit guide du soutien de l'aide aux études offert par les services à la vie étudiante. Comprendre la différence, ça, je ne l'avais pas mis avant, mais je me rends compte que beaucoup d'étudiants confondent le service en information scolaire et en orientation. Alors, quand vous allez cliquer sur ce lien, on vous explique la différence et ces services sont offerts dans le cadre de la vie étudiante de l'Université de Montréal et pas à la Faculté de l'éducation permanente. Tout à l'heure, je vous disais que sur le bureau du registraire, vous pouvez aller voir les formulaires de cheminement que vous enverrez éventuellement à votre TGDE. Et aussi, on vous donne les liens pour vous familiariser sur Studium. Dès le début du trimestre, on se familiarise avec Studium, on planifie sa charge de travail, on améliore ses méthodes d'apprentissage et ses stratégies d'études. Et on s'ajuste rapidement durant le trimestre pour revenir à un équilibre lorsqu'on est un peu déboussolé ou qu'on est un petit peu surchargé. Mais quand on a déjà compris et qu'on connaît déjà les ressources qui peuvent nous guider,
ben, on y fait appel le plus rapidement possible. Mais si on ne les connaît pas, ben, on risque de passer à côté de services qui sont fort utiles. Jusqu'au milieu du trimestre, ben, vous utilisez les stratégies pour préparer et réussir vos examens, toujours vos méthodes et vos stratégies pour le travail d'études. Puis évidemment, vous n'êtes pas étranger à vous-même, vous êtes conscient, puis vous prenez note des zones de difficulté. Ça ne sert à rien de se raconter des histoires. Si vous éprouvez des difficultés, essayez de les identifier rapidement dans quelle zone et chercher rapidement une aide pour sortir de cette difficulté. Au milieu du trimestre, pour les intras, c'est autour du milieu du trimestre, il y a la première évaluation. Ben, dans toute évaluation, c'est important de comprendre les consignes. Ça a l'air un peu bête et simple. Ça l'est, mais souvent les choses bêtes et simples, ben, on passe à côté. Alors, comprendre les consignes, ça veut dire aussi poser les questions. Chercher la rétroaction, évaluer après l'intra, est-ce que je vais utiliser la stratégie d'abandon de cours pour peut-être assurer que mon niveau de moyenne cumulative visée soit maintenu. Et puis évidemment, il faut respecter les dates d'annulation et d'abandon, sinon ça ne marche pas. Si vous dépassez cette date, ça ne sera pas recevable. Dans la capsule, j'explique cette notion de stratégie d'abandon de cours pour la réussite. En cours de cheminement aussi, ben, comme je vous dis, l'outil Excel pour la projection, la simulation de moyenne cumulative, il vient en aide à ces moments-là pour prendre la décision. Jusqu'à la fin du trimestre, ben, gérer sa surcharge de travail, c'est sûr que vous allez en avoir, et ses priorités sans remettre à plus tard. Bon, toujours essayer de vous garder, c'est facile à dire, mais moins facile à faire, mais essayez de vous garder toujours une marge de manœuvre, de temps et de ressources dans votre réseau, puis s'auto-dépister par rapport à ce que je vous ai proposé de faire. Puis évidemment, devant tous vos efforts et vos bons coups, ben, vous féliciter. Et il y a une dernière étape, c'est avant le passage au trimestre suivant, c'est de prendre un recul, comme je disais, faire un bilan, évaluer sa motivation, s'assurer que ses choix de cours respectent la structure du programme. Très important, ça aussi. Puis évaluer si votre stratégie adoptée sont correctes et vos habiletés de métier étudiant, si elles sont correctes ou doivent être encore améliorées. Entrevoir un plan d'action pour le prochain trimestre pour améliorer ses habiletés. Si nécessaire, si vous avez trop de difficultés au niveau de l'apprentissage, pas parce que vous êtes bête, non, c'est pas ça. Souvent, il nous manque des outils et ces outils, on peut les trouver dans certains cours de perfectionnement, de méthodologie, dans les cours d'accès faible, un des 3 cours ou parfois 2 cours ou 3 cours, même si on n'est pas obligé, c'est des cours de mise à niveau, mais qui nous aident. Je vais faire une petite, je vais vous avouer quelque chose. Si je retournais aux études, malgré que j'ai des études universitaires avancées, ben, aujourd'hui, j'irai prendre un cours accès faible juste pour me mettre dedans, parce qu'on ne rédige pas un travail universitaire comme on rédige un rapport professionnel ou sa liste d'épicerie. OK. Alors, d'autres outils, services de la FEP et de l'UDM, ils sont vraiment présentés ici. Je ne vais pas toutes les nommer. Les capsules qu'on vous propose sont ici, celles de la FEP. Et pour les facilitateurs de parcours, évidemment, les liens que je pointe. Et d'autres unités, services de l'UDM, bureau du registraire. Il faut comprendre quel est le rôle du bureau du registraire. Les bibliothèques de l'Université de Montréal, technologie de la formation, les différentes bourses d'études selon les programmes dans lesquels on chemine, les bourses d'études pour tous les étudiants de l'Université de Montréal, l'accueil des services à la vie étudiante, comme par exemple cette semaine, je crois que c'est la semaine d'accueil où il y a certaines activités pour les nouveaux admis. Vous allez voir dans le calendrier de la vie étudiante et vous faites au moins connaissance avec ces services et si vous pouvez, et ces activités, si vous pouvez vous y inscrire, tant mieux pour vous. Alors, il y a aussi d'autres services à l'Université de Montréal. C'est l'expérience avec les ambassadeurs, ambassadrices
qui peuvent vous aider à répondre à des questions, parfois un peu, vous trouvez un peu bêtes, mais vraiment, s'ils n'ont pas la réponse, ils vont aller la chercher. Vous pouvez aussi sur Facebook être en lien avec U2M +1. Puis n'oubliez pas que vous avez un portail U2M où vous pouvez trouver beaucoup d'informations, puis paramétrer le type d'informations que vous voulez recevoir, les notifications, par exemple, pour certains événements ou certains moments du trimestre. Alors, je suis prête à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Parmi les participants, vous êtes Alors, quand même… pour l'instant, j'ai vu, il y a 2 questions. Alors, la première, c'est qu'apparemment, il y a une page qui n'est pas à jour dans ton document que tu as téléversé, mais c'est possible que, en fait, ce soit votre furteur qui ne soit pas à jour, parce que je l'ai déposé ce matin, le document, donc la présentation un peu plus étoffée. Il est possible que faille juste rafraîchir votre furteur. Donc, sinon, d'ici demain, ça sera beau là selon si vous utilisez Chrome ou Firefox. Deuxième question que j'ai notée de Christelle, est-ce qu'on peut s'inscrire à un cours Accès FEP pour la rédaction de rapports, même si on a déjà été accepté dans un certificat à la FEP? Oui. Donc, si je comprends bien, Christelle, vous avez identifié un des 3 cours EDP. Vous avez été voir le descriptif du cours, puis vous pensez que ça serait utile pour vous de vous y inscrire. S'il y a de la place, vous pouvez vous y inscrire, mais à ce moment-là, ça va être en HP, en cours hors programme de la structure. Donc, si vous n'arrivez pas à vous inscrire vous-même en HP dans votre centre étudiant, communiquez avec votre TGDE pour qu'elle vous aide à vous inscrire, mais il faut qu'il y ait de la place. Si vous n'êtes pas sûr de quel EDP vous pourriez bénéficier, même si vous n'êtes pas obligé de prendre, vous pouvez aussi communiquer avec la responsable d'Accès FEP, Madame la responsable Karim Nassif-Ouin, lui écrire un petit courriel en lui disant, voilà, je ne suis pas sûre, mais entre ces 3 cours, qu'est-ce que vous me suggérez, compte tenu que j'identifie des besoins particuliers pour me mettre à niveau dans mes compétences et connaissances d'études universitaires. Elle va probablement vous dire que peu importe, là, mais peut-être elle va pouvoir vous en pointer au moins un de façon plus précise. Est-ce que ça a répondu à votre question, Madame Christelle? Oui, merci beaucoup. OK. Et j'ai une autre question aussi. Je vous laisse. Pardon, excusez-moi, OK. J'ai été acceptée en fait au certificat en droit et nous avons des cours à choisir. On a des cours à option et un cours au choix. Dans les cours options, on a un minimum 2 cours, maximum 3 cours, ainsi qu'un cours au choix. Et je me demandais, je ne suis pas sûre concernant la structure du programme, puisque j'ai manqué la séance d'accueil, je n'étais pas disponible en ligne. Mais est-ce que concernant le cours au choix, on est obligé de choisir un cours de droit ou on peut choisir un autre cours de langue ou en criminologie? Et aussi, comment obtenir des équivalences, puisque j'ai fait un certificat au HEC Montréal l'année dernière, qui est récent. Et donc, j'ai fait un cours de langue et un cours de droit. OK. Ce que je vous suggère, bon, premièrement, il faut identifier qu'est-ce que vous demandez. Là, vous posez toutes les questions que vous posez, ça relève du cheminement dans le programme. Ce n'est pas de cheminement dans un bac par cumul. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'équipe, à l'intérieur de l'équipe de chaque programme, que vous gérez avec l'équipe, avec leur aide, votre cheminement dans le programme. Comprendre une structure de programme, c'est primordial. Est-ce que vous avez pu avoir accès au PDF de la présentation du certificat en droit? Oui. OK. Là-dessus, ça doit être expliqué. Maintenant, pour les équivalences, comme vous le voyez, il y a un formulaire à l'intérieur de la liste des formulaires et vous pouvez envoyer vos documents et faire la demande d'équivalence ou de transfert, ça dépend où votre cours a été fait. Puis là, vous aurez une réponse si jamais il vous manque des documents pour la suite de votre demande. OK. C'est quoi le nom du formulaire?
Ben là, vous allez sur le bureau du registraire. Tout à l'heure, je l'ai montré là. Vous allez sur ce PDF, vous allez cliquer sur ici, bureau du registraire. OK, vous irez voir. Puis, dans la page précédente, dans une des pages, ici, vous cliquez là-dessus. Puis, ça vous amène directement sur… ben là, je ne vais pas le faire parce que mon ordinateur aujourd'hui est un peu susceptible. Mais vous cliquez là-dessus, puis ça vous amène directement sur la section pour les formulaires. OK, d'accord. On vous dit comment remplir un formulaire. OK? OK, ça marche. Merci beaucoup. Ben, c'est beaucoup d'informations, là. OK? Aujourd'hui, on fait un survol. C'est bien que vous me posiez ces questions parce que ça peut donner une attention pour d'autres étudiants qui n'ont pas encore ce besoin-là de savoir où aller chercher. Merci. Je vous en prie. Alors, j'ai deux questions d'Antoinette. Comment vous contactez pour des orientations bac par cumul? Je n'ai pas compris la question. Quoi? Comment vous contactez pour des orientations de bac par cumul, donc pour tes séances d'orientation? OK. Je ne l'avais pas écrit. Oui, je pense que je ne l'ai peut-être pas mis. Attendez. Je vais mettre dans le lien. Je vais mettre le lien vers la bac. Je pensais l'avoir mis. On a une page bac par cumul que je vais vous OK, mais avant de me contacter, oui. Parce que vous savez, vous êtes des centaines d'étudiants, puis je suis toute seule. OK? Avant de me contacter pour prendre un rendez-vous, vous devez lire le document présentation, puis je le mets à jour assez régulièrement. Vous devez lire ça parce que je ne peux pas vous expliquer, vous prendre par la main, tout ça. Ça fait partie du métier d'étudiant. Parce que le temps que j'alloue au rendez-vous, si je vous explique des choses qui sont déjà écrites et que vous n'avez pas lues, ben c'est dommage pour vous parce que je ne peux pas pousser mon investigation pour mieux vous diriger parce que mon rôle, c'est aussi de vous permettre, pas juste d'avoir de l'information, c'est pas juste de m'assurer que vous l'avez, c'est aussi de voir quelles sont les zones, les angles morts que vous n'avez pas explorés. Parce que très souvent, on n'explore que de façon limitée, puis tout en explorant, on prend une décision. Ce n'est pas ça, explorer. Alors, explorer de façon ouverte, ben c'est une première étape pour faire un choix judicieux pour que votre bac par cumul soit le mieux valorisé selon votre situation personnalisée. D'accord? Alors, vous pouvez me contacter, prendre un rendez-vous, mais si vous le faites avant d'avoir lu ça, vous perdez du temps et ça ne sera pas profitable pour vous. Est-ce que j'ai répondu à votre question, madame? J'ai répondu parce que vous allez sur le site de la FEP, vous allez à facilitateur de parcours, puis vous allez voir, il y a plusieurs facilitateurs, dont bac par cumul, puis sur cette page-là, il y a des explications, il y a des PDF, entre autres sur les accélérateurs, et il y a la prise de rendez-vous. Présentement, j'ai des disponibilités, mais si vous êtes en début de cheminement, prenez le temps de les lire. Je vais ajouter d'autres rendez-vous au fur et à mesure que le temps avance. Donc, il n'y a pas de presse. Si vous êtes en fin de parcours, c'est autre chose. Mais la plupart des étudiants qui assistent aujourd'hui sont de nouveaux étudiants à la Faculté de l'éducation permanente. Donc, sa deuxième question, c'était est-ce qu'on peut s'inscrire au certificat en droit pour la session d'hiver si on est admis au microprogramme de droit? Là, ça aussi, c'est une question par rapport au cheminement dans un programme. Oui, vous pouvez. La méthode, est-ce que c'est remplir un changement de programme ou un nouveau programme? Vous verrez. Vous demandez à votre TGDE qui va vous renseigner. Alors, j'ai une autre question de Maylina. Est-ce qu'il y a une façon de savoir quel livre on aurait besoin ou c'est seulement d'attendre que le professeur envoie un message à ce sujet? Lorsque le chargé de cours met sur le studium son plan de cours, il y a toutes les informations sur les lectures obligatoires ou proposées. Et la norme, c'est que les chargés de cours peuvent mettre sur Studium leur plan de cours avant la date du premier cours, mais ils ne sont pas obligés. Donc, mais par contre, la date du premier cours, ils sont obligés d'avoir déjà mis ça sur le Studium.
Donc, je ne sais pas si dans votre cas, dans vos cours, si les plans de cours sont déjà tous présents dans Studia. Mais il y a un petit truc aussi que je peux vous donner, OK? C'est que quand vous allez sur le site de la librairie de l'Université de Montréal et que vous rentrez le sigle du cours, mais avec le sigle au complet, là, la section et tout ça, ben, on voit si le chargé de cours a déjà envoyé des commandes, enfin des propositions de commandes pour qu'ils aient, les étudiants aient accès rapidement à ces livres en librairie. Mais je ne sais pas si tous les chargés de cours le font. Mais vous pouvez déjà avoir une idée, mais il ne faut pas vous tromper dans votre sigle de cours et le groupe du cours, parce que si c'est un autre prof, ben, l'autre prof, peut-être ce ne sera pas les mêmes livres qu'il va demander que ceux que demanderait votre chargé de cours pour votre groupe à vous. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Donc, si jamais vous avez d'autres questions… Ah, j'en ai une qui vient d'arriver. Pour m'inscrire aux 2 cours de français obligatoires et hors programme, je dois envoyer un courrier à la Madame Karine ou je dois remplir un formulaire? Donc, vous allez dans votre centre étudiant, puis vous faites votre inscription dans le centre étudiant comme cours en HP. Et si vous n'y arrivez pas, vous connaissez la chanson. Voulez-vous que je vous la chante? Seulement si vous avez des difficultés d'inscription dans votre centre étudiant, vous vous adressez à votre TGDE. Est-ce que ça a répondu à votre question, madame? Madame ou monsieur, je ne sais pas. Et j'ai une dernière question, peut-être une autre après. Est-ce que le service de tutorat est la meilleure ressource pour avoir du soutien pour l'écriture en français? Parce que cette personne-là, c'est sa 2e langue, et pour les formats d'écriture universitaire. Le tutorat qui est offert via les cours, dans certains cours, ce n'est pas pour vous apprendre le français et tout ça. C'est pour vous guider dans vos apprentissages. Ce n'est pas un tuteur d'une discipline. Par contre, si vous allez sur les services aux étudiants de la vie étudiante, puis vous allez explorer, vous avez des ateliers d'écriture. Vous avez aussi le service du centre, le CEI. Comment on appelle ça? Le CCE, le Centre des communications écrites des services aux étudiants. Alors, je répète, le Centre de communication écrite de l'Université de Montréal. Et il y a une panoplie de services. Mais c'est une très bonne question. Oui, et je vais mettre le lien là, donc si jamais vous voulez aller voir. Oui. Est-ce qu'on aura des questions, peut-être des gens qui voudraient prendre la parole? Ou dans le chat? Fabienne, un dernier mot sinon? Est-ce qu'on doit… Ah. Oh, je m'excuse, est-ce qu'on doit lever la main ou quelque chose? Oui, je ne sais pas si vous avez accès à ça, mais moi, je ne vois pas de main levée. OK, excusez-moi, je ne suis pas tellement habituée au Zoom. Pas de problème. OK. Mon nom est Nicole. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que, quand vous parliez du 36 heures tantôt, parce que moi, je suis inscrite à 12 crédits au certificat de criminologie. Pour le trimestre d'automne? Est-ce que… Pour le trimestre d'automne? Oui, la semaine prochaine. Je commence mardi. Est-ce que le 36 heures que vous parliez comprend les 12 heures de cours? Oui. OK, ça me rassure. Regardez sur cette page. Est-ce que vous la voyez ici, oui. la page? OK. Oui. Dans la première section, pour 3 heures de cours, mettons que c'est 3 heures par semaine, il faut planifier 6 heures de travail personnel. Donc, dans cette semaine-là, il faut vous trouver du temps pour les lectures et tout ça, 9 heures par semaine. C'est sûr qu'il y a peut-être des semaines où vous allez faire moins de travail personnel, mais de façon générale, c'est sur tout un trimestre, on s'attend à ce qu'il y ait ces 6 heures par semaine associées aux 3 heures de cours. Donc, si une semaine, vous faites 4 heures, dites-vous quelque part, à un moment donné, il va falloir rattraper. Alors, quand justement, on ne planifie pas, on se ramasse tout en moton, là, avant les travaux, les intras, puis là, on est découragé, on n'a pas de bonnes notes, puis on pense qu'on n'est pas fait pour les études universitaires, quand en fait,
C'est juste une question de comprendre, s'organiser. Maintenant, on peut très bien suivre dans un trimestre 12 crédits, se planifier 36 heures par semaine. Si on a une job à temps partiel, mais si on a une job à temps plein, on a les enfants, nos parents, le bénévolat, nos activités loisirs sportifs, ben là, ils n'avaient plus de temps pour dormir, puis votre efficacité risque d'être nettement réduite. Alors, parfois, on est obligé d'être à temps plein. À partir de 12 crédits, on est considéré à temps complet. Parfois, on est obligé pour les prêts et bourses ou pour les étudiants internationaux. Mais quand on n'est pas obligé, écoutez, surtout le premier trimestre, moi, je dirais, donnez-vous une chance de mieux vous outiller pour avoir des meilleures notes possibles. Parce que les notes, là, comme je l'explique dans ma capsule, on ne travaille pas pour des notes, mais les notes signifient quelque chose. Ça veut dire, ça signifie le degré où vous avez pu acquérir les connaissances et les compétences, vos apprentissages. Puis vous ne payez pas, je ne sais pas combien de centaines de dollars par cours, puis vous ne vous privez pas de loisirs et tout ça, juste pour avoir des notes ben correctes, puis c'est tout, là. Allez chercher le maximum. Vous comprenez? Moi, j'ai pris 12 crédits. Oui. Je me suis informée, il y a quelqu'un qui m'a aidé à choisir mes cours. Je lui ai demandé, est-ce que c'est possible quand on travaille à temps plein? Parce que moi, je suis en affaires, mais quand même, tu sais, je peux m'organiser à faire des choses par des employés, mais il m'a dit oui, il y a 60% des étudiants qui sont à temps plein. Fait que ça m'a rassuré, c'est pour ça que j'ai pris 12 crédits. Mais mon problème, c'est que moi, j'ai fini le barreau en 1998. Alors, vous voyez que je suis jeune, là. J'ai fait le barreau avec mes 2 jeunes filles, puis je travaillais à temps plein. Oui. Alors, là, c'est pour ça que je m'essaie, mais je suis un petit peu inquiète parce que là, je vois là, que c'est toute technologique, tout est sur des Zooms, Studium, U de Montréal. Là, je fais venir mon technicien d'informatique demain parce que là, je stresse ma vie. Parce qu'il y a des choses que je ne suis pas capable de rentrer dans U de Montréal. J'ai compris la situation. Est-ce que vous me permettez? Oui. Gestion. Oui? Oui, okay. Oui. Bon, regardez, vous avez vos 4 cours, puis vous avez la date limite d'annulation sans frais pour chacun des cours. Ça, il faut le mettre dans votre calendrier, OK? Alors, je vous suggère, rentrez dans chacun de ces cours-là. Allez voir le plan de cours, essayez de vous faire une tête sur comment les travaux vont être planifiés, les examens et tout ça. Puis vous calculez vos 36 heures au travers de ça, puis votre job, puis tout le reste. Puis vous dites, bon, je pense que je vais être capable. J'annule aucun cours sans frais. Puis si vous rendu aux 3/4 du trimestre habituellement, des heures de cours, il y a une date limite d'abandon. OK? Une date limite d'abandon, ça aussi, il faut respecter la date. Si jamais vous vous rendez compte que ça ne marchera pas, vous risquez d'avoir des notes trop basses ou des échecs, il vaut mieux abandonner, mais il faut payer le cours, OK? Ouais. Pour pouvoir mettre ses énergies sur les cours que vous conservez. Fait que peut-être vous pouvez faire un mélange des deux. Peut-être vous dire, après à votre période d'annulation, ben, peut-être finalement, je ne vais pas garder 12 crédits, je vais peut-être en garder 9. Puis peut-être qu'il y en aura 3 que je vais abandonner ou tout de suite, je me dis, ben avec 6 crédits, j'en ai assez pour mon premier trimestre. Parce que le premier trimestre, c'est vrai que ça va vous demander d'autres temps en plus de ces 6 heures-là, là, pour chacun des 3 heures. C'est tout ce que vous me dites, s'approprier le métier étudiant, les outils, la technologie. Alors, oui, la plupart des étudiants peuvent prendre des cours de 12 crédits, mais peut-être qu'ils ne travaillent pas en plein. Vous comprenez? OK, je vais laisser la chance aux autres, mais je vais finir par vous dire que oui, ça a beaucoup changé. Moi, ça va être ma 10e année d'université, ma 10e année. J'ai 2 bacs, 2 maîtrises, puis je peux vous dire qu'on dirait que je ne suis jamais allée à l'université. Ah oui, c'est très différent. C'est pour ça que je disais tantôt, je ne sais pas si vous étiez présent, que si je retournais à un programme universitaire, même de premier cycle, même si j'ai des études de 2e cycle, ben, je prendrais un cours d'accès faible juste pour me remettre dedans par rapport à toute cette technologie et tout ça. OK, ben merci énormément. Ben, écoutez, bon début de trimestre et puis bienvenue à la fête.
Fabienne, on va prendre une dernière question, puis après, on va finir cette présentation. Donc, est-ce qu'on peut faire une demande de reconnaissance de crédit hors Québec ou même depuis l'étranger? Oui, mais ça ne veut pas dire que ça va être accepté. Comme toute demande de reconnaissance de crédit, il y a des critères et l'analyse se fait par le ou la responsable de programme. Il faut passer par le formulaire que vous envoyez à la TGDE avec les pièces justificatives. Ah, mais attention, si ça date de plus de 10 ans, déjà en partant, non. Ça, c'est pour les équivalences. Pour la reconnaissance des acquis expérientiels, c'est un autre processus. Ce n'est pas un formulaire. Vous allez sur le site de reconnaissance des acquis expérientiels et ce n'est pas juste pour des formations qui ont été faites au niveau des académiques. Ça peut être en considérant tous les apprentissages que vous avez faits dans votre cheminement professionnel. Donc, il y a deux pistes. Si c'est des cours hors Québec ou même Québec qui datent de plus de 10 ans, pour l'équivalence, déjà en partant, plus de 10 ans, ça ne marche pas. Puis il y a d'autres critères qui s'ajoutent, puis vous pouvez aller en voir, avoir une bonne idée sur le document accélérateur, le PDF, qui est justement dans quelque part ici. Je vais couper l'enregistrement. Parfait. Ben,